Alors, on est toujours dans le cadre d'études des conséquences internationales de la crise de 1929 sur le système financier. Nous avons vu, dans le cadre de la dernière séance, que la Grande Dépression de 1929 est une crise non pas seulement économique, mais aussi une crise monétaire et financière. Donc, c'est une crise de surproduction qui avait des conséquences sur le niveau donc de production, sur le niveau d'emploi et aussi sur les échanges. Donc, je rappelle que c'est une crise qui est américaine, puis elle s'est propagée dans tous les pays vu les relations internationales. Et donc, il est devenu mondial. Sur ce, je vous conseille de voir ou bien de revenir toujours au cours de problèmes économiques et sociaux où nous avons traité de manière détaillée les crises, ses causes et ses conséquences. L'étalon or, il est considéré à la fois comme déclencheur et facteur d'aggravation de la crise. Et la plupart des pays adhèrent au régime d'étalon or au cours de cette période. Et les États-Unis et la France, ils avaient de larges entrées de capitaux. Ils ont donc accumulé de l'or jusqu'à arriver à 70% du stock mondial en 1932. Les autres pays, et donc pour conserver leurs réserves, ils vendent les actifs domestiques et augmentent le taux d'intérêt. Donc ils maintiennent une politique monétaire. D'où une contraction monétaire mondiale qui a coïncidé avec les conséquences du krach boursier d'Octobre Noir à New York et qui va aboutir à une récession profonde mondiale. Donc l'étalon or, il est considéré comme un facteur de propagation des faillites bancaires dues au krach boursier. Les pays qui souhaitent conserver le régime d'étalon or refusent d'apporter des liquidités aux banques en difficulté pour préserver donc leurs réserves d'or. Et en réaction à la crise économique, de nombreux pays, ils renoncent à l'étalon or en laissant flotter leur monnaie. Et donc, on va assister au flottement des monnaies. En Grande-Bretagne, en 1931, les États-Unis vont abandonner la convertibilité en or entre 1933 et 1934, en augmentant le prix de l'or de 20,67 à 35 $ l'once. Donc, on va augmenter le prix de cette référence, ou bien de sa valeur, de la valeur du dollar en once, ou bien en or. Puis, donc, on va assister à l'abandon provisoire des changes fixes. On va y revenir par la suite. Et la liberté de mener des politiques monétaires expansionnistes qui va limiter la déflation et la récession. Donc, plusieurs pays vont procéder à des politiques monétaires expansionnistes. Alors, les pays qui ont adopté l'étalon or jusqu'à 1936 sont dévalués, à savoir la France, qui n'a pas donc procédé à la dévaluation, la Suisse aussi, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Mais ils ont beaucoup souffert de la crise. Donc d'autres pays, ils ont adopté des mesures carrément protectionnistes. Donc ils ont limité les importations afin de soutenir leur PIB et de contrôler les sorties de capitaux. Donc ce qui va améliorer leur situation économique. Donc ils ont opté pour le protectionnisme contre les règles qui ont déjà commencé à partir donc des éléments de naissance, nous avons dit, du capitalisme. Donc là, il faut bien préciser cette période, c'est-à-dire du capitalisme. Mais ces mesures détériorent la situation des autres pays qui se trouvent obligés de les appliquer à leur tour, vu les relations commerciales entre les pays. Donc c'est ce qu'on appelle la politique de pillage du voisin. Et c'est pour revenir à la référence à l'ouvrage de Krugman en 2009. Donc, c'est une référence que vous avez déjà au niveau des éléments bibliographiques dès la première séance. Alors, les barrières commerciales d'une part, plus la déflation dans les économies industrialisées d'autre part, ils vont amener plusieurs pays industrialisés, notamment les pays de l'Amérique latine, à abandonner les dettes étrangères. Donc, c'est une autre conséquence, l'abandon des dettes étrangères. Avec l'entrée de l'économie mondiale dans une vague protectionniste, on va assister à la multiplication du recours au protectionnisme et donc la fermeture des frontières en matière d'échange avec l'extérieur.
Donc l'économie mondiale, elle s'est désintégrée en plusieurs unités nationales vivant dans l'autarcie au début des années 30. Donc il y a le bloc sterling, il y a un bloc dollar, un bloc or, essentiellement la France, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas, et une zone marque, puis une zone yen. Donc plusieurs zones, d'où l'éclatement du Gold Exchange Standard et l'absence de coopération internationale puisqu'on est arrivé à ce regroupement et à ces unités indépendantes. La reprise économique devient donc difficile et inachevée dans beaucoup de pays en 1939. Et on va assister à un autre débat sur l'interventionnisme étatique. Et donc, deux thèses vont apparaître. C'est la thèse de Keynes en Grande-Bretagne et la thèse de White au niveau des États-Unis. En quoi consiste la thèse de Keynes? Pour Keynes, il faut établir un système monétaire supranational qui élimine l'or, mais qui met en place ce qu'on appelle une monnaie Bancor. Le Bancor, c'est une monnaie internationale qui doit être définie par ses rapports avec les autres monnaies. Voilà donc la proposition de Keynes. Mais les États-Unis vont refuser de transférer leur souveraineté à une institution. Pour eux, le dollar, il conserve un rôle important. C'est la seule monnaie convertible en or. Elle a un pouvoir d'achat qui est maintenu. C'est une monnaie internationale. Donc le débat, finalement, elle va l'emporter pour la thèse américaine. Donc, c'est la thèse américaine qui l'emporte. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que le dollar joue effectivement un rôle fondamental dans les relations financières internationales et parce que le stock d'or qu'il détient, il est important. Ça arrive elle a arrivé jusqu'à 80% de stock d'or à l'échelle internationale, c'est qui est détenu par les États-Unis. D'où, en 1944, on va assister à un accord qui sera signé sur un nouveau système international. Donc, il fallait qu'il y ait un système, un référent pour gérer les relations internationales, les relations commerciales essentiellement. Donc, le système de Bretton Woods, qui est un système monétaire concerté, donc système accord, qui va donner naissance au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, qu'en est-il de ce système? Voilà, il va apparaître en 1944 et il va durer jusqu'à 1976. Donc, il a vu le jour suite à la réunion de 44 pays, ce sont des alliés notamment, à Bretton Woods aux États-Unis en 1944. En réaction aux désastres économiques de l'entre-deux-guerres et pour éviter les erreurs dues au traité de Versailles en 1919, c'est-à-dire le traité qui a été signé entre l'Allemagne et ses alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc, l'objectif d'élaboration de ce système, l'objectif était de mettre en place un système monétaire international qui est capable de créer les conditions favorables à la croissance. Quelles sont ces conditions? Promouvoir le plein emploi, qui est devenu donc une priorité, assurer la stabilité des prix et des changes, une préoccupation majeure, permettre aux pays d'atteindre l'équilibre externe sans restreindre le commerce international. Donc l'objectif ici, il faut c'est-à-dire devant vous qu'il y avait un débat et comment revenir au système et au principe du libéralisme contre donc la politique keynésienne qui a été pratiquée pendant cette période. D'où la création du Fonds monétaire pour la gestion de la finance, la création de la Banque mondiale pour aider les pays à reconstruire leurs économies et la mise en place du GATT en 1947 pour la gestion du commerce entre les pays. Donc celle qui sera constituée sous forme d'organisation mondiale du commerce en 1995 dans le cadre c'est-à-dire la conférence à Marrakech. Donc on va revenir sur l'ensemble des institutions dans le chapitre 4. Mais ici, quel est le contenu des accords de Bretton Woods? D'abord, c'est créer un régime de change fixe, avec pour référence le dollar américain.
chaque monnaie est convertible en dollars avec une marge de fluctuation de plus ou moins 1%. C'est le plafond de convertibilité. Le dollar américain est ancré alors au prix officiel de 35 dollars l'once. Donc ici 35 dollars. Pourquoi? C'est un prix qui est plafonné ou bien précisé en tant que mesure disciplinaire à la politique monétaire américaine. Là, on est dans le cadre d'un accord et il y a la crainte par rapport aux décisions donc des États-Unis. Et donc, dans cet accord, on a conclu que, voilà, le prix de l'or, le dollar américain, elle a une valeur de 35 dollars l'once. Donc, car s'il y a une création de dollars excessive, le prix va augmenter. Donc, les États membres détiennent une large part de leurs réserves officielles internationales sous forme d'or ou bien de dollars qu'ils peuvent ensuite échanger contre de l'or au prix officiel auprès de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale des États-Unis. Voilà donc le mécanisme. Si une banque centrale autre que la Réserve fédérale américaine poursuit une politique trop expansive, elle finira par perdre ses réserves internationales. Et donc, elle sera incapable de maintenir le taux de change fixe. Donc, la Fed est également contrainte de surveiller sa politique monétaire car elle a l'obligation d'échanger les dollars contre de l'or. Donc, lorsque les banques centrales étrangères lui demandent la reconversion. Donc, comme conclusion, on peut dire que c'est un régime de change fixe basé sur l'or, avec comme principale monnaie de réserve le dollar. Les États-Unis sont censés être responsables du prix de l'or en dollars. C'est un système qui se veut être de discipline et de souplesse. Nous avons vu quelques mesures disciplinaires et aussi la souplesse en matière de convertibilité, etc. Et donc, on peut tirer deux leçons majeures de l'entre-deux-guerres. Donc, les taux de change flottants sont considérés comme la cause de la spéculation. Et donc, ils sont devenus nuisibles au commerce international. Il fallait un taux de change fixe. Les autorités ne sont pas prêtes à maintenir à la fois le commerce international et les taux de change fixe au prix d'un chômage à long terme. Donc, il y avait la contrainte du chômage qui va augmenter. Et donc, le plein emploi, il est devenu un objectif essentiel. D'où l'intervention du Fonds monétaire international. Donc, il a intervenu pour offrir au pays une certaine flexibilité pour atteindre l'équilibre externe et sans sacrifier ni les objectifs internes ni les taux de change fixes. Donc, il a essayé c'est-à-dire de maintenir les taux de change fixes en essayant d'assurer et un équilibre interne et un équilibre externe. Là, on arrive au déclin du système de Bretton Woods. Donc, le déclin, c'est qui va être marqué par les difficultés d'abord d'application. Alors, je répète, pardon. Alors ici, donc on arrive à la situation du déclin du système de Bretton Woods et l'instabilité du système monétaire international à partir du XXe siècle. À ce niveau, on va traiter donc les difficultés d'application du système, d'abord, entre 1944 et 1949. Donc, il n'a commencé à fonctionner que dans les années 50. Et on était en face de des situations différentes. Il y avait la supériorité des États-Unis, d'une part, et la dégradation des économies des pays détruits par la guerre. Donc, pendant cette phase, les États-Unis, elle va apporter une aide massive à l'étranger, à travers l'annulation des dettes de la plupart des pays étrangers, à travers le plan Marshall, le fameux plan Marshall et des aides financières octroyées à plusieurs pays, et le Fonds monétaire international, elle va autoriser la dévaluation. Donc, c'est une politique d'évaluation, politique interventionniste, donc de l'État. On a assisté à la réforme monétaire en Allemagne et la dévaluation du Deutschmark de 20% en 1949, dévaluation du franc français de 18%, dévaluation dans presque tous les pays européens et création de l'Union européenne des paiements pour limiter les échanges de monnaie.